Je travaille chez Aeronova, au département des concepts généraux, une équipe innovante. J'y définis précisément nos missions et l'apparence de nos appareils pour la stratosphère. Auparavant, je travaillais sur les dirigeables, je m'occupais principalement de diverses technologies stratosphériques avancées, mais j'en dirai quelques mots supplémentaires un peu plus tard. Pour l'instant, j'aimerais m'arrêter un instant sur la façon dont l'humanité, au fil du temps, a commencé à conquérir progressivement ces altitudes à ce sujet. Au tout début du siècle dernier, il y avait un très grand désir profond et irrésistible, presque obsessionnel, de s'élever à des altitudes où l'homme n'était encore jamais monté. Cela a donné lieu, au fil des années, à de très nombreux vols records, aussi bien en avion qu'en montgolfière. Il y a eu beaucoup de tentatives, dont beaucoup ont échoué et se sont terminées tragiquement. Mais malgré tout, l'humanité en avait très envie. Finalement, tout cela a conduit l'homme à sortir des limites de l'atmosphère et à voyager dans l'espace. Les premiers pas ont été faits avec des appareils aérostatiques. Ce sont eux ayant atteint le plus rapidement l'altitude de la stratosphère et l'un des pionniers fut Auguste Piccard qui, en 1931, construisit le premier stratosphère du monde. L'URSS a aussi apporté une grande contribution, construisant un stratosphère record qui s'est élevé en 1933 sous le nom URSS 1. Après la guerre, des enveloppes en polyéthylène ont été fabriquées et progressivement, de nombreux pays ont maîtrisé la technologie avancée de production de grands aérostats. Ainsi, cela est devenu un secteur à part entière, reconnu et structuré. Disons que, lorsque les premiers satellites sont seulement apparus, les stratosphères parcouraient déjà l'espace, volaient autour de la Terre, survolaient l'Union soviétique et étaient lancés en grand nombre. On leur a trouvé un assez grand nombre de missions scientifiques, tant pour l'exploration de l'espace que pour l'étude de la Terre. Certains de ces ballons atterrissaient en URSS. J'ai écouté et discuté avec une personne qui, alors qu'il travaillait au 5e département du TSA-GI, a simplement reçu ce ballon, cette caméra, pour qu'ils essaient de comprendre ce que c'était. Finalement, il a été décidé de créer nos propres stratosphères nationales. Le bureau d'études d'automatisation de Dolgoprudny a été fondé. La navigation à ces altitudes a été maîtrisée. Il y a eu aussi des ascensions habitées. Par exemple, des combinaisons spatiales étaient utilisées pour les essais. Des sauts en parachute étaient effectués depuis ces altitudes. En Union soviétique, les appareils Vega 1 et Vega 2 ont été lancés. En 1985, ils ont largué des aérostats et ces aérostats ont dérivé pendant plusieurs jours. 2 sondes aérostatiques ont été lancées d'abord par Vega 1 puis par Vega 2. Elles ont fonctionné et volé autour de Vénus 3 jours chacune. Il y a aussi eu un projet de navigation d'aérostats sur Mars. Un tel projet ambitieux a été mené à bien par l'Agence spatiale européenne en étroite collaboration avec des spécialistes russes. Un stratosphère, ou plus précisément un aérostat, a même été spécialement fabriqué à cet effet. Il flottait à une grande altitude, près de la stratosphère. Aujourd'hui encore, il y a un grand intérêt pour l'aérostation sur d'autres planètes, que ce soit sur Mars, Jupiter, Saturne et surtout sur Titan. J'ai moi-même travaillé sur ce sujet, c'est le domaine de mon activité scientifique et j'ai soutenu une thèse sur ce thème. J'ai par exemple écrit un article dans Techniques et technologies spatiales où je parle notamment des engins exotiques qui sont en principe proposés pour Vénus. Ce sont des engins techniques qui possèdent 1 ou 2, voire parfois jusqu'à 5 ou 6 enveloppes différentes, des enveloppes hermétiques remplies d'un liquide particulier. Ce liquide, sous l'effet de la chaleur ou d'autres conditions, se transforme progressivement en vapeur. Ces recherches sur les planètes, sur les atmosphères planétaires, sur la navigation dans celles-ci à l'aide d'aérostats, tout cela reste encore à accomplir. C'est sans aucun doute l'avenir de la cosmonautique qui appartient à ces engins, y compris les aérostats. Mais en même temps, bien sûr, pour qu'ils puissent naviguer sur d'autres planètes, il faut d'abord qu'ils puissent naviguer chez nous, sur Terre. Afin de maîtriser la thématique stratosphérique, les appareils stratosphériques et de devenir des leaders mondiaux, Aeronova va désormais mettre en œuvre un programme. Je structure ce programme de développement des appareils stratosphériques. Nous collaborons régulièrement avec de nombreux collègues, en particulier avec mes amis proches de l'Institut d'aviation de Moscou, dans le cadre de divers projets. Nous avons invité
Arkady Detkovski, Ambulata Emelbaumova, Denis Efremov, qui travaillent depuis de nombreuses années dans ce domaine de manière pratique. Le bureau d'études de Dolgopruni manifeste également un grand intérêt et espère que nous réussirons. Prends-le. Il faut le prendre et l'emmener. Posez-le simplement de côté. En collaboration avec la société Aeronova, nous travaillons sur des lancements stratosphériques d'appareils à longue durée de vol. C'est tout simplement fascinant, en tant que technicien, de lancer quelque chose à une altitude de plusieurs dizaines de kilomètres et de le voir voler dans les courants stratosphériques pendant des dizaines, voire des centaines d'heures. Les stratosphères et les radiosondes, qui envoient des charges utiles et des capteurs dans la stratosphère, sont largement connus. C'est en réalité une tâche assez simple à comprendre. Tout le monde a déjà vu un ballon dans sa vie, que ce soit lors d'une fête, dans un parc ou à un anniversaire. Si on le lâche, il s'envole lentement vers le ciel, porté par le vent, jusqu'à disparaître de notre vue. La tâche la plus complexe, c'est de lancer quelque chose vers le haut et de faire en sorte qu'il y reste plus d'une journée solaire. Je vais expliquer. Si vous remplissez une enveloppe de gaz, elle commence à augmenter de volume en montant dans l'atmosphère terrestre. Le gaz porteur, c'est-à-dire l'hélium, se dilate progressivement et, à un certain moment, à ce qu'on appelle l'altitude de service, il occupe alors déjà tout le volume maximal de l'enveloppe. Ensuite, un peu de gaz est alors progressivement libéré par une ouverture située en bas. Si l'enveloppe est ouverte, à ce moment-là, le stratosphère poursuit alors son vol à l'altitude qu'il a atteinte. Ou bien si l'enveloppe est fermée ou en latex, elle éclate tout simplement, se déchire et le vol s'arrête. Si l'enveloppe est ouverte, le vol se poursuit jusqu'à la tombée de la nuit, car la nuit, le gaz refroidi diminue de volume, sa force de portance diminue et l'appareil tombe. C'est pourquoi il est assez facile de lancer des appareils pour une durée allant jusqu'à 24 heures. Cela ne pose aucune difficulté particulière. Si nous nous fixons pour objectif un vol de plusieurs jours, et a fortiori de dizaines de jours, d'un mois, voire même de plus d'un an, alors chaque jour, chaque mois, la tâche devient de plus en plus technologique, de plus en plus complexe. C'est précisément ce genre de défi que nous avons commencé à relever il y a quelques années. Lorsqu'il s'agit de notre domaine, des stratosphères à longue durée de vol, c'est là que commencent les difficultés, notamment celles liées au gaz. En plus de l'enveloppe contenant le gaz porteur, un élément important du stratosphère à longue durée de vol est le ballon à surpression, le ballon à pression excessive, l'enveloppe de l'Est, on les appelle différemment. Nous, on l'appelle ballon à pression excessive, ou BIT. Il est suspendu sous l'enveloppe de gaz et on y injecte de l'air, de l'azote. En réalité, n'importe quel gaz, par exemple l'hélium, peut être utilisé pour l'enveloppe de l'Est. Nous utilisons de l'air provenant de bouteilles. L'enveloppe de l'Est a une forme sphérique. Dans nos lancements, elle a un diamètre de 3 à 4 mètres et sa principale mission est de maintenir une forte surpression à l'intérieur. Elle maintient généralement plusieurs dizaines de kilopascales selon la mission. Cela représente en général de 1 à une dizaine de tonnes de charge de rupture, c'est-à-dire sur la section de l'enveloppe sphérique, au total. Pourquoi faut-il maintenir une forte pression et comment fonctionne l'enveloppe de l'Est? Lorsque le stratosphérique commence à décoller, l'enveloppe de l'Est n'est pas encore formée et a alors une forme informe, comme un sac.
À l'intérieur de l'enveloppe, d'un volume de 20 mètres cubes, il peut y avoir 4 mètres cubes d'air. Au moment de l'ascension à une altitude de 10 à 12 km, cet air, ces 4 mètres cubes d'air, se dilate et occupe tout le volume de l'enveloppe, c'est-à-dire qu'elle devient ronde. Et c'est à ce moment que la pression commence à augmenter, car l'air à l'intérieur de cette enveloppe n'a nulle part où aller. Il ne peut plus se dilater. Et à mesure que l'ascension se poursuit, tout le monde connaît la loi d'Archimède, une loi bien connue. On l'a tous apprise à l'école. R, G, V. Le volume reste constant, G est constant, mais la densité de l'air à l'extérieur de l'enveloppe diminue constamment au fur et à mesure de l'ascension. L'atmosphère devient de plus en plus raréfiée et par conséquent, la force de flottabilité qui agit sur la coque du ballast est réduite. En fait, l'enveloppe de l'Est devient progressivement plus lourde au fur et à mesure de l'ascension. Ainsi, la force de portance excédentaire que nous avions au niveau du sol est alors compensée. Si nous avions, en effet, 1 kg de portance excédentaire, l'enveloppe de l'Est a créé moins 1 kg par son poids supplémentaire. À ce moment-là, l'appareil a atteint l'altitude souhaitée. L'enveloppe à gaz, cependant, n'a pas occupé tout le volume. Elle n'était pas complètement remplie. Elle n'a pas éclaté, il ne lui est rien arrivé, et ensuite nous continuons à voler à une altitude déterminée par cet équilibre. Le jour, un peu plus haut parce qu'il fait plus chaud, le soleil chauffe, la portance augmente légèrement, tandis que la nuit, un peu plus bas. Le gaz porteur se refroidit, nous descendons à une altitude un peu plus basse. Il s'agit d'une coque qui doit résister à une charge de plusieurs unités, voire de dizaines de tonnes à la rupture, et grâce à elle, le ballon stratosphérique n'atteint pas l'altitude de son exécution, n'éclate pas et peut continuer son vol pendant des mois, voire des années. Un schéma à double enveloppe a été utilisé. À l'intérieur se trouve une doublure hermétique faite d'un matériau qui n'est pas particulièrement résistant, mais qui ne laisse pas passer le gaz, et à l'extérieur, une housse de renfort qui assure la tenue de la charge. Comme matériau pour la housse extérieure, nous avons utilisé des tissus en polyamide et des tissus en polyester. Ils sont largement utilisés dans la conception et la fabrication de divers gilets pare-balles de différentes structures porteuses et possèdent des propriétés mécaniques assez élevées, jusqu'à 3000 Newton pour 5 cm, voire plus. Ils se sont parfaitement comportés en toutes circonstances. Toutes les enveloppes que nous avons fabriquées en polyamide et en polyester ont supporté les charges prévues. La seule chose que nous avons légèrement modifiée au fil du temps, au cours de nos recherches, c'est la conception de ces enveloppes, c'est-à-dire les points d'ancrage principaux et secondaires de la charge extérieure, les différents endroits spécifiques où nous insérions la poche intérieure étanche, ainsi que les points de sortie des valves. La poche intérieure étanche nous a vraiment demandé beaucoup plus de ressources. Nous avons donc testé, je pense, une dizaine de matériaux différents en termes de coût, de résistance à la rupture et de résistance à la déchirure. Finalement, nous avons trouvé 2 options fonctionnelles que nous utilisons encore aujourd'hui. La première option, il s'est avéré, est un tissu avec un revêtement en thermopolyuréthane, Oxford ou taffeta. La seconde option, qui nous intéresse davantage, est le polyéthylène multicouche. La poche intérieure étanche est positionnée par rapport à l'enveloppe extérieure en plusieurs points. Déterminer où ces points doivent être placés est l'une des tâches complexes à résoudre, car des plis se forment au fur et à mesure de la fabrication. Ces plis, lorsqu'on étire l'enveloppe extérieure, qui peut s'étendre d'environ 10 à 20%, se déplient alors. À ce moment-là, une fuite peut alors apparaître. S'il y a une fuite, cela signifie qu'il y a une perte d'altitude pendant le vol du stratosphère. Et bien sûr, les essais, qui durent au minimum 10 à 12 heures, c'est toujours quelque chose d'un peu romantique. Les essais, parfois très intenses, lors du lancement, ce sont vraiment 2 nuits blanches. 20 personnes qui courent jour et nuit autour de l'objet d'essai, autour de l'enveloppe, gaz, lest, charges utiles de lancement, corrigent des imprécisions, des irrégularités qui viennent d'être découvertes à l'instant. Et bien sûr, quand tu laisses, par exemple, l'enveloppe à gaz sous pression pendant la nuit, à 4 heures du matin, tu reviens simplement dans le hangar et tu pries pour qu'elle ne soit pas tombée au sol, pour qu'aucune des coutures ne se soit ouverte. Ce n'est pas une couture, non. Ah, une couture,
Non, ce n'est pas ça. C'est simplement à cause du froid qu'elle a réagi comme ça, tu vois. Elle se défait tout simplement, en douceur, sans effort. Mais vous savez, celle-ci est tout à fait normale. Très probablement, c'est un mauvais mois de février. Et ici, ça se défait. Et pendant une semaine, achat du matériel, découpe, soudure, puis à nouveau une nuit qui peut se terminer aussi bien par un succès que par un échec. Voilà. Et tu ne sais jamais vraiment où se trouve cette limite, ce moment précis, où à un moment donné, tu atteindras enfin le résultat, où la pression ne changera plus d'un jour à l'autre et où cette pression sera exactement celle qu'il te faut. C'est un événement extrêmement captivant, surtout après que l'appareil, avec cette enveloppe de lest, s'est envolé pour la première fois et que, sur le graphique d'altitude, tu vois qu'il a atteint le bon palier, tout va parfaitement. Pour les ingénieurs, il est peut-être même un peu utile d'être naïf. Parce que si nous n'avions pas été un peu naïfs il y a quelques années, nous aurions probablement été horrifiés par l'ampleur des difficultés et des problèmes auxquels nous allions être confrontés en résolvant cette tâche. Au cours de notre projet, de nombreux matériaux différents ont été soigneusement sélectionnés, testés et évalués, dans le but de finalement trouver celui qui, après de multiples essais et comparaisons, vole aujourd'hui dans la stratosphère lors de nos lancements. Une enveloppe a été fabriquée à partir d'un matériau national, entièrement en Russie, d'un volume total de 2000 mètres cubes. Elle a subi des essais statiques, dynamiques, des tests de perméabilité au gaz, ainsi que des essais en vol. Elle a confirmé avec succès ses caractéristiques. Bien sûr, il y a eu quelques péripéties, mais nous les avons toutes surmontées avec succès dans le cadre de ce travail. Une charge utile a également été développée, permettant d'assurer la communication avec la Terre sur plusieurs centaines de kilomètres, ainsi que l'enregistrement et le contrôle des dispositifs embarqués. C'est pourquoi, en plus de la charge utile, les stratosphères conçues pour de longs vols possèdent souvent des enveloppes de lancement. Il s'agit d'une enveloppe en latex d'un volume de plusieurs mètres cubes qui est remplie d'hélium et suspendue au-dessus de l'enveloppe à gaz, c'est-à-dire l'enveloppe principale porteuse du stratosphère. Cela permet d'obtenir une plus grande vitesse de montée, notamment lors de la phase d'ascension jusqu'à l'altitude des avions. Ainsi, cela permet de quitter plus rapidement l'espace aérien où nous pourrions représenter un danger ou imposer des restrictions supplémentaires aux autres usagers de l'espace aérien. À une altitude de 14 à 15 km, elle éclate et l'appareil atteint son palier grâce à sa propre force de portance. Il y a 4 éléments principaux. De haut en bas, l'enveloppe de lancement, l'enveloppe à gaz, le ballon à pression excédentaire ou l'enveloppe de lest et la charge utile. Qu'est-ce qui rend les stratosphères à longue durée de vol intéressants? Ils atteignent une altitude de 15 à 30-40 km et se trouvent alors dans un courant de vent. Ce courant a une vitesse en été de quelques unités ou bien de dizaines de kilomètres par heure à des altitudes, par exemple, de 20 km. Et il peut atteindre en hiver, à l'intérieur du vortex stratosphérique global, dans l'hémisphère nord, une vitesse allant jusqu'à 300 km/m². La stratosphère est un endroit prévisible sur plusieurs semaines à l'avance. Périodiquement, ces tourbillons se désagrègent, puis se reforment. Le stratostate, se trouvant à cette altitude, migre d'un tourbillon à l'autre. En modifiant l'altitude de l'appareil, il est possible de passer d'un courant à un autre et ainsi de corriger la trajectoire de l'appareil ou, à certaines latitudes, de maintenir l'appareil dans une zone donnée. Si nous maintenons l'appareil dans une zone donnée, nous pouvons y suspendre un relais de signal et assurer la communication cellulaire, communication spéciale, mobile. Nous pouvons assurer la surveillance du territoire au-dessus de cette zone et depuis une altitude de 20 km, nous pouvons observer l'horizon sur plusieurs centaines de kilomètres.
Le stratostat peut couvrir jusqu'à 500 km d'un seul côté avec son rayon d'action. Autrement dit, une immense zone se trouve sous lui, dans son champ de vision. Et d'un bout à l'autre de ce territoire, il est possible d'assurer la communication grâce à la retransmission du signal. C'est vraiment intéressant, même sans maintien de position. En se trouvant dans l'hémisphère nord, en lançant une constellation de stratostats, cela peut être en particulier une dizaine ou bien plusieurs dizaines d'appareils à l'intérieur d'un vortex stratosphérique, une circulation stable qui se produit aux latitudes de 60 à 70 degrés. Si ces appareils sont répartis de façon uniforme selon la circulation, c'est-à-dire placés de manière régulière et équilibrée dans la zone, nous pouvons rester en contact avec au moins un appareil à tout moment, sans interruption. Et en assurant la communication entre les appareils à l'intérieur de ce groupement, nous créons des groupements similaires à ceux des satellites, qui fournissent la téléphonie mobile, l'Internet, la transmission de certaines données spécifiques, ou par exemple la surveillance de la situation des glaces le long de la route maritime du Nord. De la même manière, des systèmes de communication spéciaux sont également utilisés ici. Les stratostats et la stratosphère sont très souvent appelés la couche de réserve dans le langage courant. Si quelque chose ne va pas avec les satellites, si quelque chose ne va pas avec l'infrastructure au sol, les stratostats peuvent être rapidement déployés dans la zone nécessaire, à l'altitude requise. Et ils peuvent immédiatement assumer les fonctions d'assurer la communication en servant de réserve au groupement satellitaire. Il n'y a ici aucun conflit avec les satellites. Les satellites remplissent leur mission spécifique pour une durée déterminée et avec un budget précis, mais il existe une autre niche. Il y a d'autres tâches que remplissent les stratostats. L'objectif n'est pas d'évincer les satellites de leur marché, mais de répondre à une nouvelle demande, celle du marché des appareils stratosphériques. Par là, le vent vient bien de là-bas. Ainsi, nous testons actuellement de manière très attentive et méthodique toutes les questions de manœuvre, de positionnement, d'atteinte d'une certaine altitude, ainsi que de maintien précis et stable de l'altitude sur un stratostat de taille assez modeste. Tout cela est nécessaire pour maîtriser la navigation, d'abord sur des stratostats ordinaires, puis sur des stratostats contrôlés. Ensuite, apprendre à naviguer à l'aide de moteurs sur des dirigeables stratosphériques utilisant l'énergie solaire. Et utiliser tout cela pour naviguer dans l'atmosphère terrestre, y compris pour l'exploration d'autres planètes. Ne bougez pas l'émetteur sur le sol. Voilà, on passe. Vous n'avez qu'à le tenir bien tendu, c'est tout. Alors, altitude 911 mètres, verticale 3,8 mètres. Regardez, on dirait qu'on traverse une sorte de brume. Voilà, here it is, the AM. Regardez, 177 km. La 170, en fait 170-180 ressemblent à notre valeur. Et voici donc les trajectoires que nous devons travailler. Il y a plusieurs options possibles, soit celle-ci, soit celle-là.